Il faisait cette chaleur lourde et collante des Antilles, celle qui vous rentre dans les os et vous promet la misère avant même que le soleil ne se lève. Nous sommes en 1806, mes amis, sur l'île de la Guadeloupe, et l'air lui-même sentait la canne coupée, la terre mouillée et surtout de la peur. Imaginez-vous la scène, l'habitation bois sec, une plantation immense, dirigée par le commandant Delacroix. Un homme au visage dur comme la pierre volcanique, avec une fortune bâtie sur le dos de ceux qui n'avaient de rien. Delacroix avait une obsession, l'ordre. Et dans cette obsession, il y avait Toussaint. Toussaint n'était pas un homme des champs, non. Il était l'homme des chevaux, le palefrenier principal. Mais aussi celui qui s'occupait du jardin secret de Madame Delacroix, là où poussaient les herbes médicinales. C'était un grand gaillard, Toussaint, avec des épaules larges et des mains qui savaient la douceur même quand elles tenaient une machette. Mais ce qui frappait chez lui, c'était ses yeux. Des yeux d'une intelligence et d'une patience infinie, qui voyaient tout sans jamais rien dire. Il marchait lentement, toujours, comme s'il mesurait la distance entre lui et la liberté. La vie de Toussaint était une routine implacable, mais elle avait un avantage terrible. Il était proche de la maison. Trop proche, car si le commandant Delacroix avait la richesse et la terre, il avait aussi une autre collection d'objets précieux qu'il gardait sous clé symbolique. C'est cette fille, un véritable éventail de la jeunesse coloniale, toute née pour être mariée, pour consolider des alliances, pour perpétuer le nom Delacroix. Elles avaient des noms qui chantaient. Héloïse, la plus âgée, Cécile, Sophie, Marguerite, et les trois jeunes. Adèle, Manon et la petite dernière, Rose. Elles vivaient dans une cage dorée, les murs de la maison coloniale étant à la fois leur protection et leur prison. Ces filles, mes amies, elles avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, robes de soie, leçons de musique, confitures importées. Mais elles n'avaient pas l'essentiel, la vie. Elles passaient leurs journées à soupirer sur la véranda, à regarder le bleu implacable de la mer et à attendre. Attendre un bal, attendre un prétendant, attendre un avenir qu'elles savaient déjà froid et ennuyeux. Leur mère leur avait appris la retenue, la décence, l'art de ne rien sentir. Le plaisir, c'était un mot sale, réservé aux esclaves dans les cases la nuit, ou aux hommes mariés dans les bas-fonds de Saint-Pierre. Pour elles, le corps n'était qu'une monnaie d'échange. Toussaint, lui, les voyait. Il les voyait quand il apportait les fleurs coupées pour le salon, quand il passait polir les harnais près de la fenêtre du boudoir. Il voyait l'ennui qui rongeait Héloïse, l'aînée, comme un termite dans une poutre. Héloïse avait 20 ans, et son mariage avec un vieux notaire de Port-Louis était déjà arrangé. Elle était belle, d'une beauté fière et triste, avec des cheveux noirs comme l'ébène mouillé. Elle sentait le piège se refermer. Elle n'avait jamais connu la passion, jamais même le frisson d'un regard qui ne soit pas surveillé par une gouvernante ou une mère. Un après-midi, la chaleur était si intense que même les cigales se taisaient. Toussaint était dans le jardin d'herbe, derrière les cuisines, un endroit où les maîtres ne venaient jamais, car l'odeur de la terre et des racines y était trop forte. Il était en train de préparer une décoction pour la migraine de Madame Delacroix. Héloïse était descendue. Elle n'aurait pas dû être là. Les filles de maître ne s'aventuraient pas dans la partie basse du jardin. Elle portait une robe de mousseline légère et son visage était pâle. Elle s'approcha de Toussaint, lentement, comme si elle marchait sur des tessons de verre. « Toussaint !» dit-elle, sa voix n'était qu'un murmure sec. Il s'arrêta de piler les feuilles de basilic, mais ne leva pas les yeux immédiatement. Il savait que le danger était là, dans ce simple appel. Un esclave qui parle à une fille de maître, seul, c'est une corde qui se tend. « Mademoiselle !» répondit-il, sa voix grave, respectueuse, mais sans la servilité tremblante que Delacroix exigeait. Elle ne tourna pas autour du pot. L'urgence dans ses yeux était plus forte que la peur des règles. « Mon père, il me marie à Monsieur de la Roche, dans 3 mois. » Toussaint hocha la tête, continuant son travail. « C'est un homme de loi, mademoiselle. Une bonne situation.
Une bonne situation pour une tombe, Toussaint, s'exclama-t-elle, et elle se retint juste à temps de frapper le mur. Il est vieux, il sent le tabac froid, et il ne me regarde pas, il regarde ma dot. Elle s'approcha encore un peu. Elle sentait la terre sur lui, la sueur propre et le parfum des plantes. C'était une odeur de vérité, loin des parfums d'eau de rose de la maison. Toussaint, vous voyez le monde, vous voyez la vie. Elle hésita, cherchant le mot juste, le mot qu'elle n'avait pas le droit de prononcer. Nous, on nous apprend à être des statues. On nous dit que le mariage est un devoir et que l'amour est une invention des poètes. Elle baissa les yeux. Son murmure devint presque inaudible. Je ne veux pas mourir sans savoir ce que c'est d'être vivante. Toussaint posa le pilon. Il se redressa complètement. Il la regarda, vraiment la regarda. Pour la première fois non pas comme une fille de maître, mais comme une âme en détresse. Il y avait une soif, une faim terrible dans ses yeux. « Mademoiselle, ce que vous cherchez, c'est dangereux à nommer ici. Je sais, c'est pour ça que je viens vous voir. » Elle fit un pas décisif. « On dit que vous savez des choses que les hommes d'ici ont oubliées, des secrets, du corps, des secrets qui viennent d'Afrique, des secrets que les femmes ne connaissent plus. » Elle avait touché juste. Toussaint n'avait pas seulement la force physique. Il avait été élevé par sa grand-mère, une négresse, sage et respectée, qui connaissait les chemins du cœur et les mystères de la chair. Il savait que le plaisir n'était pas seulement un acte, mais une langue, une libération. Et il savait que dans cette maison, le plaisir était l'arme que les maîtres craignaient le plus. Il prit une grande inspiration. Le silence était tendu comme une corde de violon. Ces secrets, mademoiselle, ils sont lourds à porter, et ils demandent un prix. « Je paierai le prix », dit-elle immédiatement. Toussaint sourit, un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Le prix, ce n'est pas l'argent, mademoiselle. Le prix, c'est la confiance absolue et le risque. Si votre père découvre que je vous parle de ces choses, il me fera pendre au premier manguier. Et vous serez enfermé dans un couvent pour le reste de vos jours. » Héloïse trembla, mais elle ne recula pas. « Je suis déjà enfermée, Toussaint. Si je dois risquer la mort pour vivre un peu, je le ferai. » Elle venait de prononcer le mot « fatidique ». Le mot qui allait faire basculer la vie de Toussaint, la vie des 7 filles, et peut-être un jour l'ordre entier de l'habitation Bois-Sec. Mais c'était une seule fille. Toussaint, malgré son cœur qui battait la chamade, restait prudent. « Pourquoi moi, mademoiselle ?» demanda-t-il doucement. « Parce que vous êtes le seul homme ici qui ne me regarde pas comme si j'étais un meuble. Vous me regardez comme si j'étais un être humain qui a faim. » Cette phrase le frappa de plein fouet. La faim. Il connaissait cette faim, la faim de dignité, la faim de vérité. « Bien, » dit Toussaint, se penchant vers elle, sa voix devenant plus basse, plus intime. « Alors, nous devons établir les règles. Ce que je vous enseignerai, ce n'est pas pour le jeu, c'est pour la survie. C'est pour que vous puissiez vous retrouver vous-même, même quand ils essaieront de vous éteindre. » Il lui expliqua ensuite, en mots simples et codés, le début de leur pacte. Ce seraient des rencontres brèves, dans la chapelle désaffectée derrière le moulin, après la tombée du jour, quand les surveillants étaient occupés à boire leur rhum. Héloïse accepta. Elle repartit, le cœur battant, mais avec une étincelle nouvelle dans les yeux. Le soir même, la première leçon eut lieu. C'était simple, presque innocent. Toussaint ne parla pas de corps, il parla de souffle. Il lui expliqua comment respirer pour que l'air ne reste pas prisonnier dans la poitrine, comment utiliser la respiration pour sentir la vie circuler. Il lui apprit à ralentir le temps. Héloïse revint à la maison comme transformée, non pas par un grand secret révélé, mais par une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Elle était plus calme, mais son regard était plus aiguisé. Mais le secret, dans une maison comme Bois-Sec, ne peut jamais rester l'affaire d'une seule personne.
Les sœurs d'Héloïse virent le changement. Cécile, la deuxième, était la plus curieuse, mais aussi la plus jalouse. Elle vit Héloïse refuser les gâteaux, ne plus se plaindre des leçons de piano, et même sourire, parfois, d'un sourire qui n'était pas destiné à la société. « Que se passe-t-il, Héloïse ?» lui demanda Cécile un matin, alors qu'elle brodait dans le salon. « Tu as l'air différente. » Héloïse, fidèle à son serment, répondit simplement « J'ai appris à mieux respirer, Cécile. Le commandant ne nous apprend pas à vivre, il nous apprend à nous taire. J'ai trouvé un moyen de ne plus me taire, à l'intérieur. » Cette réponse vague, ce mystère, fut pire que n'importe quelle confession. Cécile, qui devait épouser un planteur brutal à la saison des pluies, se sentit piquée par l'envie et la nécessité. Elle aussi, elle voulait cette paix intérieure, cette manière de respirer qui échappait au contrôle de leur père. Quelques jours plus tard, Cécile, plus audacieuse que sa sœur, intercepta Toussaint près du puits. Elle n'était pas aussi subtile qu'Héloïse. « Toussaint, dit-elle, les yeux fixés sur les siens, ma sœur a un secret, et ce secret, c'est vous. » Toussaint ne broncha pas, il continuait de tirer la corde du puits. « Mademoiselle Cécile, votre sœur est une jeune femme réservée. Les secrets sont le privilège des âmes pures. »« Ne jouez pas avec moi, coupa-t-elle, sa voix pleine de frustration. Je sais que vous lui parlez. Elle a l'air d'avoir trouvé la sève de la vie. Je veux la même chose. Je veux savoir comment on respire, et je veux savoir ce que vous lui enseignez d'autre. » Cécile était plus directe, plus désespérée. Elle était prête à tout gâcher. Toussaint sentit le poids du danger doubler. Un secret partagé avec une seule personne est une cage. Un secret partagé avec deux, c'est une bombe. Il la regarda sérieusement. « Mademoiselle Cécile, ce que je dis à votre sœur est personnel. C'est une route qu'elle a choisie. Et si je choisis la même route, alors vous me mettez en danger, et vous la mettez en danger. Le commandant de la Croix ne tolère pas les secrets sous son toit, surtout ceux qui donnent le sourire à ses filles. » Cécile se mordit la lèvre. Elle comprit que l'enjeu était réel, mais la peur du mariage imminent était plus forte que la peur de la punition. « Je ne dirai rien. Je jure sur la Bible de ma mère, mais je veux apprendre. Je ne veux pas arriver dans la maison de Monsieur Dubois sans savoir qui je suis. » Toussaint soupira intérieurement. Il ne pouvait pas refuser. Refuser aurait signifié la dénonciation immédiate. Il était piégé, non pas par les filles, mais par leur malheur. Leur ignorance était son levier, mais aussi sa chaîne. Il accepta, mais cette fois, il insista sur la gravité du pacte. « C'est la dernière fois que j'accepte une demande individuelle. Si vous voulez ce savoir, vous devez comprendre que c'est une arme. Et une arme, on ne la manie pas seul. » Toussaint avait une idée qui germait, une idée folle, mais nécessaire pour sa propre sécurité. Si le secret était partagé par un groupe, la complicité créerait une protection mutuelle. Il ne serait plus l'esclave enseignant la désobéissance à une fille isolée, mais un maître discret guidant un groupe uni par un besoin vital. Héloïse et vous, vous êtes les premières. Mais si les autres découvrent votre paix, elles viendront aussi. Et quand elles viendront, vous devrez être prête. Vous devrez former un cercle, un pacte. Cécile écarquilla les yeux. Un pacte avec mes sœurs? Oui, toutes. Si elles veulent le savoir, elles devront jurer de se protéger mutuellement et de me protéger. Si une seule d'entre vous trahit, l'accord est rompu et je n'aurai d'autre choix que de fuir ou de mourir. » Cécile, malgré son caractère nerveux, comprit la sagesse de cette stratégie. L'union faisait la force, même dans le secret. Elle retourna voir Héloïse, non pas pour la dénoncer, mais pour la convaincre. Héloïse, d'abord furieuse d'avoir été découverte, finit par céder à la logique. Elles étaient dans le même bateau et le bateau prenait l'eau. Dans les semaines qui suivirent, le murmure se répandit dans les chambres feutrées de la maison de la Croix. Ce n'était pas un murmure de révolte, mais un murmure d'espoir. Les secrets de Toussaint, le palefrenier silencieux, étaient un trésor. Sophie, la troisième, qui passait ses journées à lire des romans interdits, vint ensuite.
Puis Marguerite, qui souffrait d'une mélancolie chronique. Une par une, elles vinrent. Non pas par vice, non pas par désir de débauche, mais par pure et simple nécessité de se sentir exister avant que le monde des hommes ne les écrase. Et Toussaint, l'esclave, se retrouva au centre d'une conspiration silencieuse et intime, le seul homme à connaître la vérité sur les cœurs et les corps des 7 filles de son maître. Quand Manon, la 6e, vint le voir, Toussaint savait que le cercle était presque complet. Il ne manquait plus que Rose, la petite dernière, qui avait à peine 14 ans. « Toussaint, demanda Manon, sa voix anxieuse, Héloïse dit que vous leur apprenez à être heureuse. Est-ce vrai ?» Toussaint la regarda. « Je leur apprends à connaître l'instrument qu'elles sont. Et comment accorder cet instrument pour qu'il joue sa propre musique, et non celle que votre père lui impose ?» Ce soir-là, dans le jardin, sous la lune immense de la Guadeloupe, les 6 filles se réunirent. C'était une scène impensable, les filles de la Croix, en pleine nuit, se tenant par la main, frissonnant d'excitation et de peur, en présence de Toussaint. Il se tenait devant elles, grand et sombre, et leur expliqua la nature du pacte. « Ce n'est pas un jeu, répéta-t-il. Si vous entrez dans ce cercle, vous entrez dans la vérité. Et la vérité est dangereuse. Vous devez jurer que ce que vous apprendrez ici, vous ne l'utiliserez jamais pour blesser l'une d'entre vous, ni pour trahir le secret. Votre vie et la mienne en dépendent. » Elles jurèrent, l'une après l'autre, leurs voix tremblantes. 6 jeunes femmes, riches et puissantes en apparence, se soumettant à la loi d'un esclave, car ils détenaient la clé de leur humanité. Il restait Rose, la petite Rose. Elle était trop jeune, se disait Toussaint. Il ne pouvait pas l'impliquer. Mais Rose, elle, avait vu le changement le plus spectaculaire chez ses sœurs. Elles ne se battaient plus. Elles partageaient des regards complices. Elles avaient cessé de pleurer. Le lendemain, Rose ne demanda pas. Elle attendit. Elle attendit que Toussaint soit seul à nettoyer les écuries, là où le bruit des chevaux masquait les murmures humains. Elle s'approcha timidement, tenant dans ses mains une petite figurine d'argile qu'elle avait modelée. « Toussaint, » dit-elle, les larmes aux yeux, « mes sœurs me laissent de côté. Elles disent que je suis trop petite pour le secret. Mais je suis la plus triste de toutes. » Elle lui tendit la figurine. C'était une petite femme, les mains sur le cœur, l'air désespéré. « Je ne veux pas apprendre le plaisir, » murmura-t-elle. « Je veux juste apprendre à ne plus avoir si froid. » Quand Toussaint vit l'innocence désespérée de Rose, il comprit que le pacte ne pouvait être complet sans elle. Leurs âmes étaient toutes aussi emprisonnées, peu importe leur âge. Il accepta Rose, le cercle était complet. 7 filles de maître et un esclave. Le pacte était scellé. Et Toussaint savait que, dorénavant, il ne servait plus le commandant de la Croix. Il servait la vérité, et il était, pour ces 7 âmes, le seul chemin vers la liberté. Le jeu de l'esclave enseignant le plaisir venait de commencer et l'enjeu était la vie. Le pacte était scellé, mes amis, mais le serment n'était que la première marche d'un escalier qui menait droit à l'échafaud. Car Toussaint, l'esclave palefrenier, n'avait plus une seule âme à protéger, mais 7. 7 cœurs fragiles, 7 consciences pétries de peur et de doctrines rigides, et 7 pères dieux qui le regardaient désormais comme le seul puits d'eau fraîche dans le désert de leur existence. Il fallait organiser la chose. L'habitation Bois-Sec était immense, oui, mais le commandant de la Croix avait des yeux partout, les surveillants, les domestiques fidèles, et surtout l'ennui qui rendait les gens observateurs. Toussaint choisit l'endroit le plus logique et le plus délaissé, la vieille chapelle derrière le moulin à sucre. Elle n'était plus utilisée depuis des années, trop éloignée de la maison principale et trop humide. Les maîtres y voyaient un lieu de moisissure et de rats, les esclaves un lieu de fantômes. Personne n'y allait. Les rendez-vous furent fixés après minuit, quand le silence de la plantation devenait si épais qu'on pouvait l'entendre bourdonner. Les filles devaient se faufiler, une par une, en prenant soin de ne laisser aucune trace de pas dans la poussière du couloir. Ce n'était pas facile pour ces jeunes femmes, habituées au confort et à être servies. Elles devaient apprendre à marcher sans bruit, à se glisser dans l'ombre, à sentir le vent sur leur peau sans se plaindre. Toussaint, lui,
les attendait. Il allumait une seule lampe à huile, juste assez pour qu'elle puisse voir son visage, mais pas assez pour attirer les regards de loin. La première nuit où elles furent toutes réunies, l'atmosphère était électrique. Rose, la plus jeune, tremblait de froid et d'excitation, serrée contre Manon. Héloïse, la plus âgée, gardait une contenance digne, mais ses mains, jointes sur ses genoux, étaient blanches à force de les serrer. Toussaint ne commença pas par des mots compliqués. Il commença par le silence. « Nous sommes ici, dit-il, sa voix basse remplissant l'espace voûté, pour apprendre à entendre. Vous avez passé votre vie à écouter les ordres, les sermons et les murmures de la société. Maintenant, vous allez écouter la seule voix qui compte, la vôtre. » Il leur demanda de s'asseoir sur le sol de terre battu, de fermer les yeux et de sentir la terre sous elles. « Vous êtes les filles du commandant, continua-t-il. Vous portez des dentelles et des noms importants, mais ici, dans le noir, vous n'êtes que de la chair et du sang. Sentez le poids de votre corps, sentez votre cœur qui bat. » Pour beaucoup d'entre elles, c'était la première fois qu'elles s'autorisaient à sentir leur propre présence physique. Elles étaient habituées à se raidir, à se tenir droites, à effacer toute trace de désir ou de fatigue. Cécile, la deuxième, fut la première à craquer. Elle ouvrit les yeux, paniquée. « Toussaint, c'est mal. On nous a dit que penser à son corps, c'est de la vanité, ou pire, c'est le péché. » Toussaint la regarda sans jugement. Il savait que le plus grand obstacle n'était pas de la croix, mais les chaînes invisibles de la religion et de la bienséance. « Le corps est un temple, mademoiselle Cécile, répondit-il. Mais si vous n'entrez jamais dans le temple, comment voulez-vous savoir ce qu'il contient? Ce n'est pas un péché de connaître la machine qui vous permet de vivre. C'est la première des libertés. » Il leur expliqua que le plaisir n'était pas seulement dans l'acte que les hommes nommaient le vice. Le plaisir, c'était la capacité de recevoir le monde. Il leur donna des exercices simples. La semaine suivante, il leur demanda de toucher une chose chaque jour avec une concentration totale et de se souvenir de la sensation. Pas seulement la voir, mais la sentir. Héloïse choisit la soie de ses robes, mais elle la toucha comme si elle ne l'avait jamais eue. Elle décrivit la froideur au début, puis la chaleur qui s'y accumulait. Sophie, l'intellectuelle, choisit l'écorce rugueuse du manguier. Elle sentit la vie dure et lente de l'arbre et comprit que la force n'était pas toujours douce. Marguerite, la mélancolique, choisit l'eau. Elle plongea ses mains dans le bassin et Toussaint lui demanda de ne pas penser au froid, mais au mouvement de l'eau autour de ses doigts. Il lui apprit à accepter le frisson, à ne pas le fuir. « L'émotion, leur expliqua Toussaint, c'est comme l'eau. Si vous la bloquez, elle pourrit. Si vous la laissez couler, elle vous nettoie. » Le plus difficile, c'était l'enseignement sur le désir. Dans la maison de la Croix, le désir était un mot tabou. Il était associé à la bassesse, à la perte de contrôle, à l'animalité. Toussaint leur enseigna que le désir était le moteur de la vie. « On vous a appris à éteindre le feu en vous, » leur dit-il une nuit, la lune filtrant à travers les fenêtres brisées de la chapelle. « Mais quand le feu est éteint, il ne reste que la cendre. Le désir, ce n'est pas seulement la fin de l'homme pour la femme, c'est la fin de votre âme pour la joie. » Il leur parla de la force vitale qui circulait en elle. Il leur expliqua que le corps avait des points de concentration, des centres d'énergie. Il utilisait les herbes qu'il connaissait si bien pour illustrer ses propos. « La menthe, disait-il, tenant une feuille écrasée. Elle réveille. Elle ouvre le chemin de l'air. » Il leur montra comment masser légèrement certains points du corps pour relâcher les tensions accumulées par des années de retenue. Non pas des gestes grossiers, mais des effleurements, des pressions douces pour cartographier leur propre anatomie. C'était révolutionnaire. Ces filles, qui n'avaient jamais touché leur propre corps au-delà de la toilette, apprenaient à le considérer non pas comme un objet à marier, mais comme un territoire à explorer. Adèle, la cinquième, était particulièrement douée. Elle avait une nature rêveuse et artistique. Elle décrivit les sensations avec une poésie que Toussaint écoutait, fasciné. « Quand je respire comme vous m'avez appris, Toussaint,
dit-elle un soir, « je sens comme une rivière qui coule. Et cette rivière, elle a des vagues, et ces vagues, elles m'emmènent. » Toussaint sourit. Il était en train de leur enseigner l'autonomie du plaisir. Il leur montrait comment atteindre cet état de lâcher-prise sans dépendre de qui que ce soit et surtout pas d'un homme. C'était la véritable subversion. Si elle pouvait se satisfaire elle-même, elle ne serait plus des monnaies d'échange. Mais cette transformation intérieure ne pouvait rester cachée éternellement. Le changement le plus visible était dans leur manière de bouger. Elles marchaient mieux, avec plus de souplesse. Elles ne se recroquevillaient plus sous le regard de leur père. Et surtout, elles mangeaient avec appétit et riaient plus facilement. Des rires pleins et clairs qui résonnaient étrangement dans la grande maison silencieuse. Le commandant de la Croix, cet homme obsédé par l'ordre, ne tarda pas à remarquer les fissures dans sa façade. Un midi, pendant le déjeuner, Héloïse, qui était d'habitude si morose, se permit de répondre à son père avec une assurance nouvelle. Delacroix parlait de son futur gendre, Monsieur de la Roche, et de l'importance de la soumission. « Votre devoir, Héloïse, tonna-t-il, est d'être une épouse silencieuse et efficace. Les femmes qui parlent trop sont des femmes qui pensent trop. » Héloïse posa sa fourchette, calmement. « Père, je pense que l'efficacité est plus grande quand l'esprit est libre, et un esprit libre ne peut pas être silencieux. » Le silence tomba sur la table comme une dalle de pierre. Madame de la Croix laissa échapper un petit couinement. Les autres sœurs retiennent leur souffle. C'était la première fois qu'Héloïse contredisait ouvertement le commandant sans trembler. Delacroix la fixa, ses yeux durs comme des morceaux de charbon. « D'où vous vient cette insolence, jeune femme ?»« De l'évidence, père. » Il ne la frappa pas, mais l'énergie du danger emplissait la pièce. Il sentait que quelque chose lui échappait, une brèche dans le mur de son autorité. « Vous êtes fatiguée, Héloïse. Vous passerez l'après-midi dans votre chambre à lire des textes pieux. » Héloïse s'inclina et partit, mais en sortant, elle échangea un regard rapide avec Cécile, un regard non pas de peur, mais de défi partagé. Le pacte tenait. Delacroix, cependant, n'était pas stupide. Il savait que l'ennui était l'ennemi de la décence. Il soupçonna d'abord les livres, puis la gouvernante. Mais il ne pouvait pas imaginer que la source de cette nouvelle lumière venait de la terre, de l'esclave qui s'occupait de ses chevaux. Il commença à resserrer les règles. Les sorties au jardin furent limitées. Les sœurs devaient passer plus de temps sous la surveillance directe de leur mère et des surveillantes. La pression augmentait, rendant les rencontres nocturnes encore plus risquées. Toussaint le savait. Il devait accélérer l'enseignement. Il ne pouvait pas se permettre de se concentrer uniquement sur la théorie. Il devait leur donner des outils pratiques pour survivre à leur mariage imminent. Une nuit, après avoir vérifié que les surveillants étaient bien en train de jouer aux cartes près des cuisines, Toussaint se concentra sur le cœur de leur mission. « Vous allez être mariés, » dit-il, regardant surtout Héloïse et Cécile, dont les dates approchaient. « On vous a dit que l'acte du mariage est une souffrance, un devoir à subir. C'est le mensonge le plus cruel. » Il s'assit sur une pierre et parla avec une douceur et une clarté désarmantes. Il utilisa le langage de la nature pour décrire ce que l'Église et la société appelaient l'indécence. Il leur parla de la rencontre, non pas de l'affrontement. Il leur expliqua comment la peur et la raideur bloquaient tout. « Vos futurs maris, » dit Toussaint, « sont des hommes qui cherchent à prendre. Ils n'ont pas appris à donner. Votre pouvoir, c'est de leur montrer un chemin qu'ils ne connaissent pas, le chemin de la douceur. » Il leur expliqua comment préparer leur propre corps à recevoir, sans douleur, sans humiliation. Il leur parla des huiles qu'il préparait pour Madame de la Croix, non pas pour la maladie, mais pour la relaxation. Il leur décrivit la géographie de leur propre plaisir, les zones souvent négligées, les murmures que leur corps pouvait émettre. Il insista, « Ce que je vous enseigne n'est pas pour leur plaisir, c'est pour votre protection. Si vous trouvez la joie en vous-même, leur pouvoir sur vous diminue.
Si vous entrez dans le mariage en connaissant votre propre valeur, vous ne serez pas des esclaves dans votre lit. Vous serez souveraine. Cécile, qui avait le mariage le plus imminent avec le brutal monsieur Dubois, était visiblement terrifiée. « Mais si je ne ressens rien, Toussaint, si je suis trop effrayée, alors vous reviendrez à la respiration, mademoiselle Cécile. Vous reviendrez à la terre, vous reviendrez à la vérité de votre cœur. Vous ne pouvez pas contrôler l'homme, mais vous pouvez contrôler votre réponse à lui. Et si vous êtes en paix avec vous-même, même la laideur de l'acte ne peut pas vous atteindre. » C'était un enseignement de survie émotionnelle. Les sœurs devinrent de plus en plus audacieuses dans leurs exercices. Elles se touchaient les mains différemment. Elles se regardaient avec une tendresse nouvelle. Elles se lavaient le visage avec plus de conscience, sentant l'eau fraîche sur la peau, au lieu de le faire par simple habitude. Manon et Adèle, les plus jeunes après Rose, commencèrent à utiliser les herbes de Toussaint en secret. Elles mettaient des feuilles de vanille et de cannelle sous leurs oreillers, non pour le parfum, mais pour la sensation. Elles s'appropriaient le monde des sens. Un soir, le danger faillit les engloutir. C'était la pleine lune, et les filles s'étaient réunies à la chapelle. Toussaint était en train de leur parler de l'importance de l'imagination, de comment le corps répond aux pensées. Soudain, un bruit de pas lourds résonna près du moulin. Toussaint se figea. Il éteignit la lampe d'un souffle rapide. « Cachez-vous » murmura-t-il. Les 7 filles, entraînées par la peur, se glissèrent immédiatement derrière les grands sacs de sucre moisis et les débris de bois. Elles étaient devenues rapides, efficaces. L'entraînement à la discrétion avait porté ses fruits. C'était le chef des surveillants, un homme nommé Jacques, qui faisait sa ronde, avec son chien. Il ne venait jamais ici, mais Delacroix avait ordonné un contrôle plus strict. Le chien renifla près de la chapelle. Jacques s'arrêta, interpellé par l'odeur. Toussaint, agissant par instinct pur, fit le seul geste qui pouvait sauver la situation. Il sortit de l'ombre, lentement, calmement. « Qui va là ?» cria Jacques, levant sa lanterne. « C'est moi, maître Jacques », répondit Toussaint, sa voix ne trahissant aucune panique. « Je suis venu chercher les harnais que j'ai laissés ici hier soir. Le commandant veut que les chevaux soient prêts avant l'aube. » Jacques plissa les yeux, le visage gras et méfiant. Il fit le tour de Toussaint. « À cette heure ? Tu mens, Toussaint. »« Non, maître. Le commandant est nerveux au sujet de M. Delaroche. Il veut que tout soit parfait. Je ne voulais pas le déranger. » Toussaint pointa une caisse de bois vide. « Ils sont là-dedans. Je les prends et je m'en vais. » Jacques, satisfait par la logique de la servitude et la mention du commandant, se détendit légèrement. Il ne pouvait pas imaginer que derrière lui, 7 jeunes femmes en robe de nuit retenaient leur souffle, leur cœur battant à l'unisson. « Dépêche-toi alors, et que je ne te revoie pas traîner ici. Les rats et les esclaves qui traînent, ça me rend nerveux. » Toussaint hocha la tête, prit la caisse vide et s'éloigna lentement sans jamais regarder derrière lui. Quand le bruit de Jacques et du chien s'évanouit, les filles sortirent de leur cachette. Elles étaient pâles, mais pas hystériques. Elles avaient vécu leur première confrontation directe avec le danger, et elles avaient survécu grâce à Toussaint. Elles comprirent alors la véritable nature du pacte. Il ne s'agissait pas seulement de plaisir, mais de survie collective. Héloïse s'approcha de la porte, le visage grave. « Il a risqué sa vie pour nous. » Cécile ajouta, avec une détermination nouvelle, « Nous ne le trahirons jamais. » Toussaint revint 1 heure plus tard. Il était épuisé, mais il sourit légèrement. « Le danger, leur dit-il, reprenant son souffle, est le meilleur des professeurs. Il vous apprend à être rapide et à vous fier à vos sens. » Il savait qu'il devait maintenant leur donner la dernière clé, celle qui allait leur permettre de traverser la violence du mariage sans se briser. Il parla de la dissociation, de la capacité de l'esprit à s'échapper quand le corps est contraint. « Si l'homme vous prend sans votre consentement, leur expliqua-t-il doucement, vous avez le droit de partir, pas avec vos pieds, mais avec votre esprit. Vous devez créer un lieu secret en vous, une forêt, une rivière, où personne ne peut entrer.
Le corps peut être là, mais l'âme est ailleurs. C'est la liberté ultime que personne ne peut vous enlever. C'était l'enseignement le plus sombre, le plus réaliste. Il ne leur promettait pas un monde de roses, mais il leur donnait les armes pour survivre à la brutalité coloniale et patriarcale. Les filles écoutèrent, elles apprirent à visualiser. Elles apprirent à se retirer, à se concentrer sur la pointe d'une bougie ou le son d'une vague imaginaire, même au milieu du chaos. Rose, la petite, demanda avec une simplicité déchirante. « Et si je suis dans ma forêt, Toussaint, est-ce que j'aurai encore froid ?» Toussaint s'agenouilla devant elle, et pour la première fois, il la toucha, posant sa grande main sur l'épaule de la petite fille. « Non, Rose, dans ta forêt, tu feras le soleil, et tu seras la chaleur. » Le temps pressait. Le mariage d'Héloïse approchait à grands pas. Toussaint devait s'assurer que l'aîné était prêt à affronter son destin armé de cette nouvelle connaissance. Il lui donna des instructions spécifiques, des mots de passe intérieurs, des rituels de centrage. La nuit, avant les préparatifs du mariage, Héloïse rencontra Toussaint seule, pour la dernière fois avant le grand jour. Elle ne pleurait pas. Elle était calme, sa beauté fière n'était plus triste, elle était résolue. « Je ne peux pas vous promettre le bonheur, mademoiselle Héloïse, » dit Toussaint, « mais je peux vous promettre que vous vous connaîtrez. Et quiconque se connaît ne peut pas être brisé par un autre. »« J'ai peur, Toussaint, » avoua-t-elle. « La peur est naturelle. Utilisez-la pour aiguiser vos sens. Et rappelez-vous, vous êtes la gardienne du pacte, vous êtes la première à sortir, vous êtes notre espoir. » Héloïse prit une grande inspiration, la respiration profonde qu'il lui avait enseignée. Elle se sentit ancrée, elle se sentit vivante. Elle quitta la chapelle cette nuit-là, non pas comme une fiancée terrifiée, mais comme une guerrière se préparant pour la bataille. Le lendemain, les tambours de la plantation annoncèrent le mariage. La maison de Lacroix était en ébullition. Delacroix était triomphant. Il avait vendu sa fille au meilleur prix, assurant sa lignée et sa fortune. Il croyait avoir maîtrisé l'ordre. Il ignorait que sa fille, sous sa robe de soie, portait un secret plus puissant que n'importe quel héritage, la connaissance de son propre corps. Héloïse partit avec M. de la Roche. Elle laissa derrière elle 6 sœurs anxieuses et un esclave qui attendait, le cœur serré, le résultat de la première tentative. Le sort du pacte et la vie de Toussaint reposaient désormais entre les mains d'Héloïse dans la chambre d'un vieux notaire à Port-Louis. Et à Bois-Sec, le silence de l'attente était plus lourd que le bruit des chaînes. Il savait que si Héloïse échouait, le secret serait révélé, et Toussaint serait perdu. Mais s'il avait réussi à lui enseigner la souveraineté, alors la révolution silencieuse continuerait. Le silence qui s'abattit sur l'habitation Bois-Sec après le départ d'Héloïse était un silence de plomb. Un silence qui n'avait rien de la paix, mais tout de la corde tendue. Les 6 sœurs restantes marchaient sur la pointe des pieds, se parlaient à voix basse et regardaient Toussaint avec une intensité nouvelle. Chaque jour était une éternité. Les filles se demandaient « Héloïse a-t-elle tenu? A-t-elle craqué sous la peur? Est-ce que M. de la Roche, ce vieux notaire aux mains moites, a senti la différence, la résistance silencieuse? Et si elle s'est trahie, si elle a laissé échapper un mot, Toussaint sera pendu avant la semaine. » Toussaint, lui, continuait sa routine. Les chevaux, le jardin, les harnais. Il nettoyait, brossait, sarclait, mais son esprit était à Port-Louis, dans la chambre nuptiale du notaire. Il savait que le savoir qu'il avait transmis n'était qu'une graine. Pour pousser, il fallait du temps et surtout la preuve que cela fonctionnait. Les rencontres nocturnes à la chapelle s'arrêtèrent pendant cette période d'attente. Le risque était trop grand. Toussaint avait besoin de sentir le terrain. Delacroix était plus nerveux que jamais. Il marchait dans la maison, inspectant les coins, reniflant l'air, cherchant le défaut qui avait permis à Héloïse de lui répondre avec cette insolence calme. Puis, une semaine après le mariage, la nouvelle tomba. Héloïse et M. de la Roche revenaient à Bois-Sec pour une visite formelle de courtoisie. Le jour de leur arrivée, la plantation s'anima. Les domestiques couraient, le commandant avait ordonné que tout soit impeccable.
Toussaint, posté aux écuries, vit arriver la calèche. Monsieur Delaroche descendit le premier. Un homme petit, sec, au visage sévère. Il avait l'air satisfait, mais aussi, curieusement, un peu déconcerté, comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait, mais pas de la manière attendue. Héloïse descendit ensuite, et là, mes amis, les sœurs eurent leur réponse. Héloïse portait une robe de voyage magnifique, mais ce n'était pas la soie qui les frappa, c'était sa démarche. Elle marchait avec une légèreté qu'elle ne lui avait jamais vue. Elle n'avait pas l'air brisée, ni même résignée. Elle était complète. Elle salua son père et sa mère avec la politesse requise, mais ses yeux sombres et intelligents, cherchèrent ses sœurs. Pendant le déjeuner, la tension était palpable. Delacroix s'enquit de la vie conjugale d'Héloïse avec une brutalité voilée. « Votre mari semble satisfait, Héloïse. J'espère que vous remplissez vos devoirs avec la diligence que j'attends de vous. » Héloïse sourit, un sourire mince et contrôlé, mais qui touchait ses yeux. « Je fais mon devoir, père, mais je découvre que le devoir est plus agréable quand on le fait en pleine conscience. » Monsieur Delaroche intervint un peu trop vite pour couper court à la conversation philosophique. « Héloïse est une épouse surprenante, commandant. Elle a une retenue admirable, mais aussi une chaleur inattendue. » Ce mot « chaleur » résonna dans le cœur des sœurs. Elles comprirent. Toussaint avait réussi. Héloïse avait trouvé la souveraineté dans l'acte. Elle avait utilisé la connaissance non pour le plaisir de l'homme, mais pour sa propre protection et son propre ancrage. Elle n'était pas une victime. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle était seule un instant sur la véranda, Toussaint passa, faisant semblant d'arroser les hibiscus. Leurs yeux se croisèrent. Héloïse ne parla pas. Elle fit un geste simple, presque imperceptible. Elle posa sa main sur son ventre, puis sur son cœur, et hocha la tête, une seule fois. « J'ai tenu. C'est en sécurité. » Toussaint sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Il avait gagné la première manche. Son savoir n'était pas vain, il était une armure. Le pacte était validé. Les 6 sœurs restantes se sentirent galvanisées. La peur n'avait pas disparu, mais elle était désormais contrebalancée par une soif ardente d'apprendre. Les leçons reprirent à la chapelle, plus intenses, plus urgentes. Toussaint ne perdait plus de temps sur les généralités. Il savait que le prochain mariage, celui de Cécile avec M. Dubois, serait une épreuve de force. Dubois était un homme connu pour sa rudesse, sa consommation excessive de rhum et son manque de patience. Cécile était en danger réel. « Mademoiselle Cécile !» lui dit Toussaint une nuit, alors que les autres sœurs écoutaient, assises en cercle. « Vous avez le mariage le plus difficile. Monsieur Dubois cherchera à briser votre volonté avant même de toucher votre corps. » Cécile, nerveuse et pratique, demanda « Comment puis-je l'arrêter, Toussaint? Je n'ai pas de force. » « La force ne vient pas du muscle, elle vient de l'enracinement, » répondit-il. Il leur fit faire un exercice pour se connecter à la terre. Elles devaient s'allonger sur le sol de la chapelle, sentir la fraîcheur et l'humidité, et imaginer que leurs corps étaient des arbres, leurs pieds des racines qui s'enfonçaient profondément. « Quand la violence arrive, » expliqua Toussaint, vous ne devez pas vous battre contre elle, vous devez vous ancrer, laisser la tempête passer au-dessus de vous. Votre corps peut être là, mais votre esprit ne bougera pas. Il leur enseigna ensuite la technique du retrait conscient. Il leur expliqua comment, au moment de l'intrusion, elles devaient se concentrer sur un point de leur corps qu'elles contrôlaient totalement, le bout d'un doigt, le rythme de leur respiration, et utiliser ce point comme portail pour entrer dans leur forêt intérieure. C'était un enseignement difficile pour ces filles élevées dans la dualité du corps et de l'âme. Elles devaient accepter que l'esprit puisse trahir le corps pour le sauver. Sophie, la lectrice, comprit l'idée immédiatement. Elle voyait cela comme une évasion philosophique. Marguerite, la mélancolique, y voyait une chance de trouver enfin un lieu de solitude paisible. Mais Toussaint savait que l'ancrage seul ne suffisait pas. Il devait aussi leur donner le moyen de relâcher la peur accumulée. Il commença à leur parler de la voix. « On vous a appris à vous taire, dit-il, mais le corps garde le bruit des émotions retenues.
vous devez faire sortir ce bruit. Il leur demanda de produire des sons, des murmures au début, puis des soupirs, et enfin de petites plaintes, des gémissements, non pas des cris de douleur, mais des sons qui libéraient de l'air prisonnier dans leur poitrine et leur ventre. C'était la partie la plus difficile de l'enseignement. Les filles étaient horrifiées à l'idée de faire du bruit, d'exprimer quelque chose d'aussi primaire. « C'est vulgaire, Toussaint !» s'exclama Adèle. « C'est humain, mademoiselle Adèle !» corrigea Toussaint. « La vulgarité, c'est de laisser la peur vous empoisonner en silence. Le bruit est la preuve que vous êtes vivante. Entraînez-vous à faire ces sons, non pas pour le plaisir de l'homme, mais pour votre propre libération. » Petit à petit, elles s'y habituèrent. Dans la chapelle sombre, elles laissaient échapper ces sons étranges, des murmures qui montaient et descendaient, libérant des années de retenue. C'était une thérapie sauvage, une catharsis que ni la messe ni les leçons de piano n'auraient pu leur offrir. Ce travail sur la voix et l'ancrage transforma Cécile. Elle était toujours nerveuse, mais elle avait acquis une couche de résilience. Elle savait qu'elle pouvait, si nécessaire, se dissocier et survivre. Cependant, la transformation des sœurs devenait impossible à ignorer pour le commandant. Delacroix n'était pas un homme d'esprit fin, mais il était un maître du contrôle. Il voyait l'harmonie nouvelle entre ses filles, leur complicité soudaine. Elles ne se dénonçaient plus les unes les autres pour un morceau de gâteau ou une robe. Elles formaient un bloc, et ce bloc était centré sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Un soir, il convoqua Madame Delacroix, sa femme, une femme soumise et faible, mais qui avait les oreilles partout. « Dites-moi, femme, » gronda-t-il, « qu'est-ce qui se passe avec nos filles? Elles ont la tête ailleurs. Elles rient comme des folles, et elles mangent comme des charretiers. » Madame Delacroix trembla. « Je ne sais pas, mon commandant. Elles sont plus silencieuses dans la maison, mais elles se parlent beaucoup entre elles. Je crois qu'elles lisent des romans sentimentaux en cachette. » Delacroix rejeta cette explication d'un revers de main. « Ce n'est pas la lecture qui donne cette arrogance à Cécile. Elle me regarde ces jours-ci comme si j'étais un meuble. » Il commença à soupçonner les domestiques. Il fit fouetter 2 servantes pour l'exemple, les accusant de répandre des commérages ou des idées subversives. Mais le problème persistait. Il se tourna alors vers l'extérieur. Il remarqua les allées et venues de Toussaint. Toussaint était l'homme des chevaux, le palefrenier principal. Il avait un accès privilégié à la maison. Et il avait toujours eu ce regard silencieux et trop intelligent. Delacroix décida de le surveiller. Il donna des ordres stricts à Jacques, le chef des surveillants. « Jacques, dit-il, je veux que tu surveilles Toussaint. Je ne l'aime pas. Il est trop propre, il est trop calme. Je veux savoir où il va la nuit et avec qui il parle. » Le danger était revenu, non plus comme une menace vague, mais comme une ombre collante. Toussaint sentit l'étau se resserrer. Il voyait Jacques rôder près des écuries, faisant semblant d'inspecter les selles. Les rencontres à la chapelle devinrent impossibles. Il fallait trouver un nouveau lieu, et vite, avant que le mariage de Cécile n'arrive. Le nouveau lieu, mes amis, fut une audace folle. Toussaint choisit l'endroit le plus inattendu de tous, le grand grenier de la maison principale. Le grenier était un lieu poussiéreux, chaud, rempli de vieux meubles cassés, de draps moisis et de souvenirs de famille. Personne n'y montait jamais, car il y faisait une chaleur insupportable en journée, et la nuit, les maîtres craignaient les rats et les fantômes. L'accès se faisait par un escalier de service étroit, dissimulé derrière la cuisine des domestiques. C'était un risque énorme. Mais si Delacroix cherchait la subversion dehors, il ne la chercherait jamais sous son propre toit. Les sœurs durent s'habituer à cette nouvelle clandestinité. Elles devaient monter, une par une, après que les lumières de la maison furent éteintes, en faisant attention à ne pas faire grincer les marches. Elles montaient dans leurs robes de nuit légères, frissonnantes, le cœur battant. Dans le grenier, Toussaint les attendait, éclairé par une simple luciole qu'il avait capturée et mise dans un bocal. La chaleur était intense, l'air lourd, mais l'intimité y était totale. Il leur donna l'ultime leçon avant le départ de Cécile.
l'importance du rituel. L'homme, dit Toussaint, veut que vous soyez un objet. Vous devez transformer cet acte en un rituel personnel, une cérémonie secrète à laquelle lui ne participe pas. Il leur expliqua qu'avant d'entrer dans la chambre, elle devait faire 3 choses simples. 1. Toucher la terre, même mentalement se souvenir de l'ancrage. 2. Respirer profondément pour sentir le feu en elle, la force vitale. 3. Se promettre à elle-même qu'elle ne trahirait pas leur forêt intérieure. Cécile écoutait, le visage concentré. Elle avait besoin de cette structure, de ces étapes pour canaliser sa peur. « Et si je pleure ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. « Alors, vous pleurez, mademoiselle Cécile. Les larmes sont de l'eau. Elles nettoient. Mais même en pleurant, vous ne devez pas vous perdre. Laissez les larmes couler, mais gardez votre centre. » Le jour du mariage arriva. La plantation était en fête, mais l'ambiance à l'intérieur de la maison était lourde de l'angoisse des sœurs. Elles se tenaient serrées autour de Cécile, lui lissant sa robe de mariée, lui murmurant des encouragements codés. Cécile était d'une pâleur mortelle, mais ses yeux étaient étrangement fixes. Elle avait passé la nuit dans le grenier à pratiquer le souffle. Delacroix, fier, la mena à l'autel. Le mariage fut une cérémonie somptueuse et froide. Monsieur Dubois, grand, rougeaud, buvant déjà plus que de raison, la regardait avec une possessivité déplaisante. Quand Cécile monta dans la calèche avec son nouvel époux, elle n'échangea qu'un regard avec ses sœurs, un regard qui disait « Je me souviendrai du pacte ». Elle partit. Le vide qu'elle laissa était plus grand que celui d'Héloïse. Cécile était la première à partir vers un danger connu et brutal. Toussaint, qui regardait la calèche s'éloigner depuis les écuries, sentit une vague de tristesse. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour l'armée, mais il craignait pour elle. Le commandant Delacroix, lui, était soulagé d'avoir marié une 2e fille. Il se sentait plus puissant. Il avait maintenant 2 gendres influents. Mais la nervosité ne le quittait pas. Il sentait qu'il y avait un lien invisible entre ses filles. Le soir même, Delacroix fit une chose inhabituelle. Au lieu de se retirer dans son bureau, il se mit à faire une inspection nocturne de la maison. Il était ivre de rhum et de suspicion. Il passa devant les chambres de ses filles, vérifiant que les portes étaient bien fermées. Il entendit le léger murmure de Sophie, la 3e, qui parlait à Marguerite à travers le mur. Il descendit ensuite vers les cuisines, observant les domestiques. Il vit que Jacques, le surveillant, était en train de dormir, sa lanterne éteinte. Puis, il remarqua une chose étrange. L'escalier de service qui menait au grenier, habituellement couvert de toiles d'araignée, semblait avoir été récemment utilisé. Il y avait une légère trace de poussière déplacée sur la première marche. La suspicion se transforma en rage froide. Quelqu'un montait là-haut. Un domestique, un esclave. Et pourquoi? Delacroix prit une lampe à huile et commença à monter l'escalier. Lentement, bruyamment. Dans le grenier, les 5 sœurs restantes, Sophie, Marguerite, Adèle, Manon et Rose, s'étaient réunies pour leur leçon, un besoin irrépressible de se réconforter et de se préparer pour l'avenir incertain. Toussaint était en train de leur parler de l'équilibre, de la manière de trouver le centre de gravité de leur corps pour résister à la peur. Soudain, le bruit du grincement des marches se fit entendre, accompagné du souffle lourd d'un homme ivre. La panique fut instantanée. « C'est le commandant !» murmura Sophie, le visage blême. Toussaint ne perdit pas une seconde. Il éteignit la luciole et poussa les filles vers la partie la plus sombre et la plus encombrée du grenier, derrière une pile de vieux matelas. « Silence absolu !» ordonna-t-il, sa voix un sifflement. « Cachez-vous et respirez, respirez dans la terre. » Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. L'escalier était l'unique issue. S'il était découvert ici, seul avec les filles, c'était la mort immédiate, et probablement le supplice pour elle. Toussaint se dirigea vers le centre du grenier, là où la lumière de la lampe de Delacroix allait le frapper en premier. Il prit un vieux drap de lin moisi et le jeta sur une pile de caisses, faisant un bruit sec.
Delacroix arriva en haut de l'escalier, sa lampe à la main, son visage rouge de colère et de rhum. « Qui est là? Montrez-vous vaurien !» Toussaint se redressa, se tenant droit et désarmé dans la pénombre. « C'est moi, commandant, Toussaint !» Delacroix le braqua de sa lumière. Il vit l'esclave, seul, au milieu du chaos. « Toussaint, qu'est-ce que tu fais ici, espèce de chien? Tu sais que les esclaves n'ont rien à faire dans la maison la nuit. » « Pardonnez-moi, commandant. Je viens de finir de livrer la dernière caisse de rhum de M. Dubois pour son voyage de noces. Votre femme m'a demandé de monter vérifier si les bouteilles de vin de Madère étaient stockées ici, à l'abri de la chaleur excessive de la cuisine. » C'était un mensonge parfait, car il invoquait l'autorité de Madame Delacroix, faible mais présente, et la nécessité de protéger la richesse des maîtres. Delacroix hésita. Il renifla l'air. « Je ne sens pas le vin. »« Il est dans les caisses, sous les draps, commandant. Je n'ai pas osé les déranger. » Delacroix fit quelques pas hésitants, balayant la pièce de sa lampe. Il passa à quelques mètres seulement de l'endroit où les 5 jeunes femmes étaient cachées, retenant leur souffle, s'ancrant mentalement comme Toussaint le leur avait appris. Rose était cachée sous un fauteuil renversé, les yeux fermés. La sueur coulait sur le visage de Toussaint. Il savait que le moindre bruit, la moindre toux, la plus petite erreur de sa part, et tout était fini. Delacroix s'arrêta devant une pile de vieux portraits. Il était frustré. Il était sûr d'avoir senti quelque chose de subversif dans cette maison, mais il ne trouvait rien d'autre qu'un esclave obéissant. « Je ne veux plus te revoir ici, Toussaint. La prochaine fois que je te trouve dans la maison la nuit, je te fais fouetter jusqu'à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. Compris? » « Oui, commandant. » Delacroix, insatisfait, redescendit l'escalier en jurant. Quand le bruit des pas se fut complètement éteint, les sœurs sortirent de leur cachette. Elles étaient trempées de sueur, mais indemnes. Elles regardèrent Toussaint avec une admiration et une terreur mêlées. Il venait de les sauver, une fois de plus, par son sang-froid et son intelligence. Manon, la 6e, s'approcha de lui. « Toussaint, vous auriez pu mourir pour nous. »« Nous sommes dans le pacte, mademoiselle Manon, » répondit-il, reprenant son souffle. « Si je tombe, vous tombez aussi. Nous nous sauvons mutuellement. » Il savait que le grenier était désormais compromis. Ils ne pouvaient plus se réunir. Delacroix allait certainement verrouiller l'accès ou le faire surveiller. Il leur restait les leçons apprises, mais il n'y aurait plus de nouvelles sessions collectives. Ils devaient maintenant compter sur le savoir transmis. « L'enseignement est terminé, » annonça Toussaint, sa voix grave. « Vous avez les outils. Maintenant, vous devez les utiliser. Vous devez vous souvenir de la terre, du souffle et de votre forêt. » Les 5 jeunes femmes se regardèrent. Elles étaient terrifiées, mais aussi étrangement puissantes. Elles étaient seules, mais unies par le secret. Toussaint leur donna une dernière instruction, essentielle pour la survie du pacte. Vous devez maintenant devenir des messagères. Vous devez vous parler entre vous, vous rappeler les leçons. Vous êtes les gardiennes les unes des autres. Surtout, vous ne devez jamais laisser l'une d'entre vous se sentir seule. Il quitta le grenier par un autre chemin, une fenêtre donnant sur les toits qu'il utilisait parfois pour ses travaux de jardinage. Il était temps de s'assurer qu'il n'y avait aucune trace de son passage. Le lendemain, la maison était calme, mais l'atmosphère était changée. Delacroix était encore plus méfiant, et les sœurs étaient plus discrètes, mais leur connexion était plus forte. Elles attendaient le signe de Cécile, le 2e test. Le signe arriva 2 semaines plus tard, non pas par une visite, mais par une lettre. Une lettre de Cécile à Sophie, lue et relue dans le secret de la chambre. Cécile décrivait sa vie à Port-Louis, la rudesse de M. Dubois et l'horreur des premières nuits. Mais à la fin de la lettre, elle avait ajouté une phrase, un code que seul le pacte pouvait comprendre. « Le chemin de la rivière est difficile, mais mon encre tient. Je trouve la chaleur même dans la glace. » La chaleur même dans la glace. Cécile avait survécu, elle avait utilisé le retrait conscient et l'ancrage. Elle n'était pas heureuse, mais elle était souveraine.
Ce fut un triomphe silencieux. Le pacte tenait, non pas grâce à la chance, mais grâce à la discipline et au courage de l'esclave. Mais la victoire avait un prix. Delacroix, ne trouvant rien, se concentra sur Toussaint avec une rage sourde. Il ne pouvait pas expliquer la sérénité de ses filles, et il ne pouvait pas prouver la faute de l'esclave. Il décida de frapper là où ça ferait mal. Il ne pouvait pas le tuer sans raison, mais il pouvait le rendre misérable. Toussaint fut rétrogradé. On lui retira la responsabilité des chevaux et du jardin d'herbe. Il fut envoyé au champ, sous le soleil implacable, pour couper la canne. Un travail éreintant, humiliant pour un homme de sa position. C'était un message clair. L'ordre était rétabli. L'esclave était à sa place. Pour les sœurs, ce fut un choc terrible. Elles voyaient Toussaint, leur professeur, leur sauveur, sous la chaleur torride, manipulant la lourde machette, le dos courbé. Elles voulaient intervenir, parler à leur père, mais Toussaint leur avait appris la prudence. Elles savaient que la seule façon de le remercier, de le protéger, était de continuer le pacte, de vivre les leçons qu'il leur avait données, et de ne jamais trahir la vérité. Leur propre survie était désormais la seule monnaie d'échange de Toussaint. Les 7 filles de maître étaient devenues, en secret, les gardiennes de la vie d'un esclave. Et l'habitation Bois-Sec, en surface toujours aussi ordonnée, abritait une révolution silencieuse, prête à exploser sous la pression de la saison des mariages. Le prochain départ approchait, Sophie, la rêveuse. Et le danger, mes amis, n'avait fait qu'augmenter. Le silence qui s'abattit sur l'habitation Bois-Sec après le départ d'Héloïse et de Cécile était un silence de plomb. Un silence qui n'avait rien de la paix, mais tout de la corde tendue. Les 5 sœurs restantes marchaient sur la pointe des pieds, se parlaient à voix basse et regardaient Toussaint avec une intensité nouvelle. Chaque jour était une éternité. Les filles se demandaient « Héloïse a-t-elle tenu ? Cécile a-t-elle craqué sous la brutalité de M. Dubois ?» Toussaint, lui, continuait sa routine, mais elle était devenue un supplice. Sous le soleil implacable, la machette lourde, il coupait la canne. Ses mains, faites pour la douceur des herbes et la finesse des harnais, étaient maintenant pleines de coupures et de callosité. Delacroix voulait le briser physiquement, le ramener à la condition la plus basse, pour lui ôter cette lumière trop vive dans les yeux. Mais Delacroix échouait. Toussaint avait appris aux filles à s'ancrer. Il s'ancrait lui-même. Chaque coup de machette était un rythme, une méditation. Il n'était plus Toussaint, l'esclave qui souffrait. Il était Toussaint, le gardien du secret, et sa douleur physique était le prix de la liberté de 7 âmes. Les sœurs voyaient sa souffrance, et cela renforçait leur engagement. Elles ne pouvaient pas le sauver des champs, mais elles pouvaient s'assurer que son sacrifice n'était pas vain. Elles devaient devenir les preuves vivantes de son enseignement. Le prochain mariage approchait. Sophie, la 3e. Sophie était la plus sensible, la plus portée sur l'évasion mentale. Son futur mari, Monsieur Leclerc, était un homme d'affaires froid, obsédé par les chiffres et l'apparence. Le danger pour Sophie n'était pas la brutalité, mais l'extinction. Sans Toussaint, elles durent s'organiser. Elles utilisaient les moments de toilette, les heures de broderie, pour se murmurer les leçons. Elles se rappelaient les étapes, respiration, ancrage, forêt intérieure. Sophie partit. La tension à Bois-Sec atteignit son paroxysme. Si Sophie, la fragile, réussissait à survivre sans se briser, alors le pacte était plus fort que le commandant. Le retour de Sophie se fit 1 mois plus tard. Elle arriva seule, M. Leclerc ayant été retenu par des affaires à Saint-Pierre. Elle n'était plus la jeune femme pâle et rêveuse. Elle rayonnait. Elle avait l'air d'avoir dormi 100 ans et de se réveiller enfin. Quand elle embrassa ses sœurs, son étreinte était ferme. Le soir même, alors que Delacroix était à table, vantant la richesse de son nouveau gendre, Sophie se permit une observation. « Monsieur Leclerc est un homme de grande intelligence, père, mais il est aussi très tendu. J'ai découvert que la détente est la clé de la réussite. »« La détente !» grogna Delacroix. « La réussite vient du travail, non de la mollesse. »« Non, père,
répondit Sophie, avec une douceur qui désarmait. La mollesse et l'absence de sensation. La détente et le contrôle total de son corps. Monsieur Leclerc est plus efficace maintenant qu'il a appris à relâcher les tensions. Elle parlait en code, bien sûr. Elle avait utilisé la connaissance du corps pour guider son mari, non pas vers le plaisir qu'il désirait, mais vers le relâchement qu'il ignorait chercher. Elle avait transformé l'acte conjugal en une session de détente intense, le rendant dépendant de cette paix nouvelle qu'elle seule pouvait lui offrir. Elle était devenue indispensable. Le triomphe de Sophie fut le signal. Le pacte fonctionnait. Le savoir de Toussaint était une monnaie d'échange plus puissante que l'or. Mais Toussaint était toujours au champ, exposé aux coups de soleil et à la cruauté du surveillant Jacques. Les sœurs ne pouvaient plus supporter de le voir souffrir. Elles comprirent que le secret ne pouvait plus être seulement défensif. Il devait devenir actif. Marguerite, la quatrième, celle qui avait appris à accepter le frisson de l'eau, prit la tête de la manœuvre. « Nous devons le faire revenir, dit-elle à ses sœurs. Nous devons utiliser nos maris. » L'idée était folle, mais géniale. Les trois mariés, Héloïse, Cécile et Sophie, avaient désormais une influence subtile mais réelle sur leurs époux, et ces époux étaient des hommes respectés, des piliers de la société coloniale. Elles commencèrent à parler, non pas du pacte, non pas de Toussaint l'esclave, mais de Toussaint le connaisseur. Héloïse, lors d'un dîner en ville, fit l'éloge des herbes spécifiques que Toussaint utilisait pour soulager les migraines de sa mère. Elle mentionna que son nouveau mari, Monsieur de la Roche, avait trouvé un nouveau sommeil grâce à une tisane qu'elle avait apprise à préparer chez son père. Cécile, dont le mari, Monsieur Dubois, était connu pour ses problèmes de digestion dus à l'alcool, insista auprès de lui pour qu'il demande à Delacroix de lui envoyer un esclave qui connaissait les secrets des racines. Elle insinua que c'était un savoir africain précieux que seul Toussaint détenait. Sophie, la plus subtile, fit croire à Monsieur Leclerc que les secrets de sa nouvelle détente provenaient d'une technique de massage et d'une huile spécifique que seul le vieux palefrenier de Bois-Sec savait préparer. Elle suggéra que cette connaissance était un atout économique, car elle pouvait prolonger la vie des planteurs importants. L'effet fut immédiat. Delacroix se retrouva sous une pression sociale inattendue. 3 de ses gendres, 3 hommes importants, demandaient indirectement que Toussaint, l'ancien palefrenier relégué au champ, soit remis à un poste où il pourrait manipuler des herbes. Delacroix résistait. Il ne voulait pas céder à l'influence d'un esclave. Mais il ne pouvait pas se permettre de fâcher ses alliés financiers et familiaux. Un matin, il convoqua Toussaint depuis les champs. Toussaint se présenta devant lui, couvert de terre et de sueur, mais les yeux clairs. « Toussaint, dit Delacroix, la voix pleine de rage contenue, on me dit que tu connais les herbes, des secrets de sorcier. »« Je connais les plantes qui guérissent, commandant, » répondit Toussaint, humblement, mais sans baisser le regard. Ma grand-mère m'a enseigné à écouter la terre. Monsieur Leclerc insiste pour que tu lui prépares une huile. Monsieur Dubois veut une décoction pour son ventre. C'est une mascarade, mais je ne peux pas me permettre de les contrarier. Delacroix cracha de dégoût. Je te retire des champs. Tu ne reviendras pas aux chevaux. Tu travailleras dans le jardin d'herbes, derrière la cuisine, et tu ne parleras à personne d'autre que les domestiques et moi. Et si un seul de mes gendres tombe malade à cause de tes mixtures, je te fais pendre. » Toussaint s'inclina. « Je servirai la vie, commandant. » Toussaint était sauvé. Le pacte avait réussi à le ramener à la sécurité et à la dignité, non pas par la force, mais par l'intelligence et la ruse. Il était de retour à la maison, près des filles. Les sœurs exultèrent silencieusement. Elles ne pouvaient plus se réunir dans la chapelle ou le grenier, mais elles passaient désormais près du jardin d'herbes, échangeant des regards rapides avec Toussaint. Leurs yeux disaient « Nous continuons, nous sommes fortes ». L'histoire de l'habitation Bois-Sec devint, dans les années qui suivirent, une légende silencieuse de prospérité et de mariage réussis. Marguerite, Adèle, Manon et enfin Rose se marièrent, une par une. Chacune portait en elle l'armure du savoir.
Elles entrèrent dans leur mariage, non pas comme des victimes, mais comme des prêtresses, guidant leur mari, souvent grossier, parfois bienveillant, vers une satisfaction qu'ils n'auraient jamais cru possible. Elles utilisaient le plaisir non comme une soumission, mais comme une technique de contrôle. En se connaissant elles-mêmes, elles forçaient leur mari à les respecter, car elles étaient les seules à pouvoir leur offrir cette paix, cette chaleur inattendue. Rose, la plus jeune, se maria en dernier. Elle était la plus ancrée de toutes. Quand elle partit, elle laissa derrière elle un père, le commandant de la Croix, qui était devenu un homme étrangement plus calme, bien que toujours autoritaire. Delacroix, maintenant entouré de gendres satisfaits et de filles qui, bien que parfois insolentes, ne causaient aucun scandale, voyait sa fortune et son influence grandir. Il attribuait cette paix à son propre ordre rigide, ignorant que la source de tout était le savoir secret d'un esclave. Toussaint, l'esclave qui enseignait les secrets du plaisir, resta dans le jardin d'herbe. Il devint l'homme de confiance pour les remèdes, respecté par les gendres, craint par les autres esclaves pour son mystère, mais protégé par l'influence invisible de ses 7 élèves. Il ne parla plus jamais du pacte, mais il voyait ses filles. Il les voyait quand elles revenaient en visite, belles, dignes et surtout souveraines. Elles n'étaient plus les prisonnières de la maison coloniale. Elles étaient les maîtresses de leur propre corps et, par extension, les maîtresses silencieuses d'une partie de la société guadeloupéenne. Toussaint était toujours un esclave, enchaîné par la loi de l'île, mais dans son cœur, il était libre, car il avait semé la liberté dans les cœurs de ceux qui étaient censés être ses maîtres. Et c'est ainsi que Toussaint, le palefrenier, le jardinier, réalisa la plus douce et la plus profonde des révolutions. Il n'avait pas pris les armes, il avait enseigné la vérité. Et la vérité, mes amis, est la seule chose qui, même en 1806, pouvait démanteler les murs de l'habitation bois sec, un cœur à la fois. Le pacte était un succès, et le secret de leur souveraineté, une flamme qui ne s'éteindrait jamais.